Quatrième plateau consacré cette fois-ci à la nouvelle organisation territoriale. Vous le savez, la loi NOTRe du 7 août 2015 a bouleversé la donne en instaurant un certain nombre de nouveaux seuils, par exemple, pour l'intercommunalité, en modifiant un petit peu le paysage territorial, en jouant également, alors quelques textes l'ont fait un petit peu avant, un petit peu après, au niveau des régions, au niveau des départements. Plusieurs questions vont se poser. D'une part, intercommunalité, pourquoi l'intercommunalité ? On évoquera la question des financements. Quel financement ? Pour quel type de collectivité ? Pour les régions ? Pour les départements ? On évoquera, je pense, aussi la question de l'effet ciseau. Donc la question budgétaire, finalement, et des dotations. Nous avons ce soir surtout la chance d'avoir les 4 échelons représentés autour du plateau, plus l'État. Et donc le plaisir d'accueillir M. Daniel Chassaing. Bonsoir, Monsieur le Président. Vous êtes sénateur, maire de Chambéret. Bonsoir. Monsieur Bertrand Gaume, préfet. Bienvenue parmi nous également. Monsieur Pascal Cavite, vous représentez pour votre part l'échelon régional, donc conseiller régional délégué à l'urbanisme et au logement. Et Madame Frédérique Meunier, plusieurs casquettes, donc vice-présidente du conseil départemental de la Corrèze, maire de Mallemort, mais également un statut communautaire puisque vous êtes vice-présidente à la communauté d'agglomération Brive-Aglo. Bonsoir également. Monsieur le Président, Monsieur Chassaing, en votre qualité de président de l'Association des maires de la Corrèze depuis 2001, quelle est votre vision quant aux attentes des élus ruraux dans ce cadre de réforme territoriale, finalement ? Écoutez, je pense que effectivement, c'était bien de parler de l'organisation territoriale parce qu'il y a un vrai bouleversement. D'ailleurs, les élus souhaitent que ce bouleversement s'arrête et que maintenant on puisse travailler. Alors, dans ce territoire qui est la Corrèze, d'abord dans la Nouvelle-Aquitaine, il y a 12 départements. Ce qui est vraiment une région très importante. À partir du moment où il y a 12 départements, les départements ruraux doivent rester départements. Certains disent, finalement, on pourrait supprimer les départements. Je pense que maintenant, avec cette grande région, il faut conserver les départements ruraux. Alors certains ont dit aussi, il faudrait des grandes communautés de communes. Oui, autour d'une agglomération, d'une ville importante, sûrement. Mais lorsqu'on est à 50 km d'une ville, les petites communes, notamment, ne veulent avoir une petite commune, une communauté de communes de proximité. Alors, bien sûr, alors comment on va pouvoir gérer ces communes, ces communautés de communes, en sachant que la DGF, la dotation de fonctionnement, diminue. Eh bien, je pense qu'une communauté d'agglo peut très bien négocier avec la région pour l'économie ou le territoire, mais je pense que les communautés de communes de 5000 habitants ou plus, je rappelle que c'est le Sénat et Claude Nouget, mon collègue, va me remplacer tout à l'heure, c'est le Sénat qui a voulu qu'en zone de montagne, les communautés de communes soient de 5000 habitants. Alors je pense que pour pas que ces communautés de communes restent isolées, eh bien, il faut que pour des actions d'un territoire qui peut regrouper 1, 2, 3 communautés de communes, eh bien, on puisse rentrer dans un pôle d'équilibre territorial rural. Je pense que c'est possible et avoir avec la région, avec l'État, des contrats de territoire. Alors, quelles aides de l'État ? Bien sûr, si actuellement, vous savez que l'agriculture est en difficulté, il faut que l'État apporte des aides pour maintenir la vie, pour l'aménagement du territoire. Il peut y avoir des zones franches au niveau de l'économie, les maisons de santé, les maisons de services publics, le numérique. Quelles aides de la région pour ces territoires, pour les grandes agglos, bien sûr, des aides de la région pour l'économie, pour les lycées, pour la recherche, mais aussi quelles aides de la région spécifiques pour les territoires ruraux et quel relais il peut y avoir avec le département. Toutes ces questions, c'est des questions et bien d'autres que se posent les maires qui sont effectivement dans l'agglo ou dans les communautés de communes plus petites.
Alors, monsieur le préfet Bertrand Gaume, vous entendez la demande du président Chassaing. Quelles aides de l'État pourriez-vous nous rappeler globalement les grandes lignes, finalement, de cette réforme territoriale? Oui, déjà à partir d'un point de base. Le point de base, c'est que la France est une république unitaire. Ça a une conséquence, c'est que l'organisation territoriale de l'État est uniforme sur le territoire national. Pour autant, depuis la réforme constitutionnelle de 2004, l'article de la Constitution dispose que son organisation à la République est décentralisée. Et ça a été un fait majeur, parce que ça permet une organisation différenciée. Et dans la mise en œuvre de la loi NOTRe, que vous avez évoquée, qui est effectivement un changement important, mais à chaque fois qu'on fait une loi, on parle de changements importants, donc il faut un tout petit peu raison garder et regarder les choses dans la durée. La dernière loi, c'était 2010. Il y a eu cette loi NOTRe. Le sénateur Chassaing, qui est un législateur, qui est membre du Parlement, l'autorité administrative que je représente, applique les lois votées par les parlementaires. Et donc nous, ce que nous avons souhaité faire en Corrèze, avec les élus locaux, c'est de faire quelque chose avec beaucoup de discernement. Le schéma que devait proposer le préfet à la fin du mois de septembre de l'an dernier, il y a tout juste un an, était un schéma qui était soumis à la discussion de ce qu'on appelle la CDCI, Commission départementale de coopération intercommunale, et donc soumis aux élus, et donc amendable. Et il a été amendé, puisque le schéma originel que j'avais proposé comportait 7 communautés de communes ou d'agglomération, établissements publics de coopération intercommunale, et finalement nous sommes à 9. Et donc en arrivant à cet équilibre, on a, je crois, réussi à faire quelque chose d'intéressant dans le département, c'est qu'on respecte les seuils, et dans le même temps on respecte les seuils sans s'être posé uniquement la question des seuils. Et en ne prenant pas les seuils comme quelque chose qui était un arrachement, et en prenant les seuils comme quelque chose qui peut être un atout. Et dans le même temps, en n'ignorant rien des difficultés qui sont devant nous. Il est évident que fusionner des communautés de communes, ou comme par exemple pour la future communauté de communes Vézère-Monédière-Mille Sources, qui récupère toutes les communes sauf une de l'ancienne Vézère-Monédière, plus des communes de l'ancienne Comcom de Haute-Corrèze, Bujas-Sornac, Millevaches-au-Cœur. Les collègues qui sont dans la salle voient bien de quoi je parle. Il faut reposer les statuts, se rasseoir autour de la table et travailler ensemble. Ce que dit le sénateur, et on aura l'occasion d'y revenir dans le débat, je le partage, sur les nécessaires coopérations. À partir du moment où on est ensuite entre collectivités souveraines, ces coopérations, elles s'opèrent dans le respect des prérogatives des uns et des autres. On va l'évoquer, effectivement, cette situation territoriale pose pas mal d'interrogations. Autre type d'interrogation, je me tourne vers vous, Madame Meunier. Vous êtes effectivement première vice-présidente au niveau du département, mais également au niveau municipal. Vous siégez dans une commune nouvelle, comme on dit. Vous évoquiez tout à l'heure la loi de 2010, effectivement. Ces communes nouvelles, globalement, comment ça s'est passé, en plus de ces changements intercommunaux? Alors, c'est vrai que lorsque la commune nouvelle, l'idée de la commune nouvelle a été évoquée et mise en place, une réflexion, c'est... alors là, je vais parler de ma commune, je ne parle Oui, pas en tout à tant fait. que conseillère Pour l'instant, municipal, oui. départementale. Une réflexion s'est mise en place et je crois que la première réaction, c'est en fait de regarder les chiffres et de savoir quel était l'impact de cette fusion entre deux communes vis-à-vis des baisses de dotation, vis-à-vis de la fiscalité, de tout un ensemble de choses. Et c'est vrai que c'est une opportunité qui est donnée à des collectivités, et quand on peut le faire, ce qui n'est pas toujours le cas parce que c'est difficile de convaincre une population, c'est difficile aussi de s'entendre parfois entre élus, et quand on arrive à mettre la commune nouvelle en place, je ne dirais pas que c'est le jackpot, parce que ce serait peut-être un peu familier, mais ça donne des perspectives beaucoup plus intéressantes à la commune. Et là, je dois reconnaître que l'État nous accompagne, que l'État nous aide, nous a beaucoup aidé pour monter une commune nouvelle, parce que c'est pas évident quand vous êtes un peu candide dans la matière. Il faut savoir trouver les bons textes.
et puis parfois il y a des petits couacs. Et c'est vrai que là, l'État nous a accompagnés, mais au-delà de ça, le département également nous permet, dans le cadre de nos investissements, d'avoir des subventions supplémentaires à hauteur de 5%. Donc voilà, c'est tout un contexte qui permet aux communes nouvelles de pouvoir garder la tête au-dessus de peut-être de l'eau parfois quand on est face à des baisses de dotation importantes. Et l'articulation, effectivement, entre l'échelon municipal et intercommunal, certains parlent d'échelon XXL, on parle de grandes communautés. Votre point de vue là-dessus? Alors, les grandes communautés, c'est vrai que nous, au niveau de notre agglo, on est donc aujourd'hui 48 communes. On est passé de 15 à 48. C'est compliqué, c'est difficile. Il ne faut pas arriver en disant on oppose les communes riches, les communes pauvres. Je crois que c'est une erreur. Au contraire, il faut rester dans un travail commun, un travail dans le même sens pour essayer justement d'être complémentaires. Et l'idée, elle est là. Si on est complémentaires, si on arrive à trouver les bonnes solutions, à ce moment-là, ces grandes intercommunalités, parce que nous sommes, nous, une grande intercommunalité, on peut y arriver. Mais c'est long. C'est comme l'Europe. C'est long à construire, c'est difficile. Il y a des moments d'euphorie, des moments où on gagne, et puis il y a des moments où on perd. Comme l'Europe, je retiens la formule, effectivement, patience et endurance. Nous a rejoint sur le plateau Claude Nougin. Claude Nougin, bonsoir. Vous êtes sénateur de Corrèze. Pourriez-vous nous rappeler en quelques mots le contexte d'adoption de cette loi NOTRe, finalement? Oui, eh bien, mon collègue Daniel Chassaing et moi-même arrivions au Sénat à l'automne 2014, quand cette loi NOTRe est arrivée devant notre Assemblée. Et je pense que ça a été un bon baptême du feu, parce que nous l'avons revisité, cette loi NOTRe. Et c'est là où je veux montrer l'utilité du Sénat, c'est que nous l'avons modifiée sur 3 points principaux. Le premier point, c'est bien sûr le département. On voulait garder le département, ça c'était quelque chose de primordial. Et donc nous avons voulu qu'il puisse persister, compte tenu notamment des nouvelles régions qui étaient grandes. Alors, des petites régions auraient pu permettre de supprimer le département, mais une grande région, en fait, l'interdisait parce que, avec tous ses habitants, c'était compliqué. La deuxième chose, c'était le seuil des 20 000 habitants. Et c'était le seuil qui avait été adopté par l'Assemblée nationale. Et donc, nous avons modifié ce seuil pour le passer à 15 000 et de nombreuses dérogations à 5 000, ce qui a été le cas en Corrèze. Et donc, grâce à ces amendements, donc en Corrèze, ça s'est d'ailleurs très bien passé, il semble-t-il, puisque à la CDCI, l'intercommunalité, monsieur le préfet, a été acceptée, je pense, à la quasi-unanimité. Et puis le troisième point, on faisait un point de blocage sur l'élection des délégués communautaires. Pour nous, il ne fallait pas qu'ils soient élus au suffrage universel, parce que c'était à terme la mort des communes. Parce qu'ils auraient eu la légitimité, les intercommunalités auraient eu une légitimité populaire, et cela faisait double emploi avec les communes, alors que cette légitimité populaire, elle vient de l'élection du conseil municipal par les citoyens, d'où, je pense, on a sauvé les communes. Alors, parfois on dit que le Sénat ne sert pas à grand-chose. Je me permets de faire une petite page de publicité. 60% des amendements du Sénat sont repris dans la commission mixte paritaire, la CMP, entre l'Assemblée et le Sénat, et ce qui prouve que les parlementaires, alors d'autant plus que, vous le savez, l'Assemblée et le Sénat sont de 2 majorités politiques différentes, et malgré cela, 60% des amendements du Sénat sont repris dans la commission mixte paritaire et donc acceptés par l'Assemblée nationale, d'où les points que je viens d'évoquer tout à l'heure, qui ont été acceptés par l'Assemblée nationale et donc qui ont été adoptés par l'ensemble du Parlement. Alors vous avez évoqué effectivement l'échelon qu'on n'a pas encore abordé pour l'instant, l'échelon régional. Donc je me tourne vers vous, monsieur Pascal Cavit. Donc Nouvelle-Aquitaine qui fédère 3 anciennes régions avec Bordeaux comme capitale. Comment vous, côté régional, vous appréhendez cette réforme territoriale ? Alors, je vous remercie. Juste pour une petite correction, vous avez dit donc j'ai la chance d'être conseiller régional. Alors pas, vous avez évoqué un mandat local, puisque je suis aussi élu local à Tulle. C'est ma délégation, l'urbanisme et au logement. Et à la région, je m'occupe plutôt des questions de formation à travers quelque chose d'original d'ailleurs que le président a voulu mettre en place, c'est-à-dire un service d'orientation et un service public de l'emploi qui soit, aujourd'hui, ce sont des dispositifs qui sont copilotés par l'État et la région. Et l'idée, c'est bien que on puisse aller plus loin, et sans doute que la région, d'ailleurs, dans ce domaine, est
cette grande région est le bon échelon. Moi, je voulais dire, pour rebondir sur ce que disait Monsieur le Préfet tout à l'heure, que de chemin parcouru en si peu de temps. Il faut se rappeler quand même que la loi NOTRe, elle a un peu plus d'1 an, et notre territoire national, il a été profondément modifié en 1 année, et finalement, les choses se sont bien passées. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui, on a des pages à construire, je parle de l'échelon régional, mais aussi de l'échelon communal. Moi, je suis aussi conseiller communautaire à l'agglomération de Tulle, et il y a des maires de cette agglomération qui sont là, on les entend, je les entends souvent parler de l'inquiétude de cet échelon communal. Et en même temps, si on regarde la loi que le législateur a voulu, c'est l'échelon communal qui ressort renforcé dans la mesure où il a la clause de compétence générale, c'est-à-dire qu'il est là, c'est le seul à pouvoir agir dans tous les domaines au service du citoyen dans la proximité. Alors ensuite, vous me parliez de la région. Bien sûr, la région, elle a son rôle à jouer. On est passé de 22 à 13 régions. On a une région, quand on regarde les indicateurs, qui est énorme. On est l'équivalent de l'Autriche. Alors, je ne vais pas citer tout un tas d'indicateurs, on les entend beaucoup. En même temps, il ne faut pas qu'on oublie que pour territoire équivalent, si on prend une région allemande, puisque l'idée c'était de faire des grandes régions autour des métropoles avec une capacité d'entraîner tout le territoire autour de l'activité créée par cette métropole, si on prend la région du Hesse en Allemagne, qui était jumelée avec l'Aquitaine dans sa configuration ancienne, le budget de la région Nouvelle-Aquitaine, c'est à peu près 2,5 milliards d'euros. Le budget de la région allemande du Hesse, c'est 25 milliards d'euros. Donc les compétences ne sont pas les mêmes, le rôle de l'État n'est pas le même, bien sûr, mais en tout cas, il faut quand même qu'on garde à l'esprit que la région, même si elle est force, elle va servir de levier dans un certain nombre de domaines, elle ne pourra pas tout faire. Alors, il y a beaucoup de compétences de la région. Vous m'interrogiez sur la position de la région. Je crois qu'il y en a 2 qui sont essentielles. C'est celle de l'action économique, c'est-à-dire comment, aujourd'hui, dans une région avec ses doubles départements, le sénateur en parlait, comment est-ce qu'on peut faire à la fois entraîner un territoire comme celui-là et faire en sorte que l'activité économique, elle revienne à Ussel, à Perlevade, à Brive, à Tulle ou ailleurs. Ça, c'est le grand défi. Et c'est la raison pour laquelle donc, il y a le schéma régional de développement économique international qui va être présenté. Il sera présenté d'ailleurs demain en présence de monsieur le préfet de région. Donc je ne vais pas le déflorer aujourd'hui parce que je n'en ai pas le droit et je me ferai taper sur les doigts par notre président. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce schéma, il a résulté de nombreuses concertations. Il y a eu plus de 100 réunions de concertation. Il y a eu beaucoup de contributions qui ont été proposées. Et son principe, c'est bien celui-là, c'est-à-dire créer de l'activité économique et faire en sorte d'arroser plus là où il pleut moins. C'est bien ça l'image. C'est souvent l'image qui est portée par le président Rousset, c'est-à-dire qu'il faut qu'un département comme la Corrèze, si on regarde, on est dans les 3 derniers départements en termes démographiques, en termes économiques. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, ça veut dire qu'on a plus de difficultés à mettre en place. Et je vois souvent, moi, des porteurs de projets qu'on ne pouvait pas aider avant. Alors, ce n'est pas que la région Limousin ne faisait pas son travail, elle faisait un bon travail de proximité. Mais aujourd'hui, avec les leviers et les dispositifs financiers, j'espère, et en tout cas, moi, j'y mettrai toute mon énergie, et les élus territoriaux, on mettra toute notre énergie pour que ces projets puissent éclore. Alors précisément par rapport à cette question de l'aide que peut apporter la région à nos collectivités municipales et communautaires, en fait aux échelons municipaux intercommunaux, comment les rassurer quelque part par rapport à cette configuration nouvelle ? Alors oui, les rassurer, oui. D'abord parce que les enveloppes vont être conséquentes. Alors après, j'entends souvent partout où je passe, et les élus régionaux, mes collègues également, il faut faire attention à ce que la région, ça ne soit pas une institution qui soit un peu lointaine, qui fasse des schémas dans des bureaux. C'est-à-dire que je pense que dans nos territoires ruraux, plus on aura des schémas cohérents et plus on pourra en profiter. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du cousu humain sans qu'il soit écrit pour tout le monde. On aurait tout à perdre à ça. Puisque les lobbies qui sont à Bordeaux, ils sont bien plus puissants et plus proches du cercle de décision que ne peuvent l'être les décideurs économiques qui sont nombreux dans la salle ici. Il faut que ces schémas ils soient clairs. Les enveloppes, il faut qu'elles soient affirmées. Et ces enveloppes, il faut qu'elles soient réparties de manière disproportionnée par rapport aux besoins du territoire, c'est-à-dire plus là où il y a moins. Et ça, c'est vraiment la politique du président. Ça a été dans la campagne électorale. Et vous verrez, pas plus tard que demain, que des annonces très précises vont être faites. Et ce développement économique, il va aussi avec le schéma d'aménagement du territoire. Et ça, moi, je suis très content que ce soit Gérard Van Den Broek qui pilote cette politique en tant que premier vice-président, puisqu'il y aura les dispositifs de soutien à l'économie, mais aussi les dispositifs de soutien au territoire. C'est-à-dire qu'il faut que nos territoires et l'intercommunalité, le bon échelon, puissent faire remonter des projets. Et là,
Et il y aura également un accompagnement. Alors, il y a l'agglo de Brive, par exemple, a les moyens de mener l'ingénierie dans ses propres projets de territoire. Les intercommunalités plus rurales n'ont pas les moyens. Et là, la région subviendra également à ces besoins. C'est-à-dire qu'elle mettra en place des ingénieurs de développement, elle mettra en place les personnels dont les intercos ont besoin le temps qu'il faudra. Monsieur Nougin, je voulais réagir. Oui, c'est vrai que la région se met en place et il faut lui laisser le temps, je le conçois. Je pense que cette organisation régionale qui a été très critiquée lors du vote de la loi doit être stable malgré tout. Alors, je sais que les Alsaciens, être jumelés avec la Champagne, ils s'en remettent pas. Et donc, peut-être qu'à la marge, il y aura des modifications. Mais bon, la grande région Aquitaine, je pense que personne ne voudra la remettre en cause. Alors, en contrepartie, moi, je pense qu'il faudrait peut-être un peu plus de lisibilité, malgré le peu de temps que nous avons depuis la création de cette région. Nous ne voyons pas très bien encore quelle politique veut faire la région Aquitaine. Je citerai un exemple qui nous touche beaucoup sur ce pays de Brive, c'est l'aéroport. Bon, c'est vrai, la région a une douzaine d'aéroports. Brive n'est pas en tête du nombre de passagers, puisqu'il y a des régions beaucoup plus touristiques comme Biarritz ou bien sûr Bordeaux ou La Rochelle. Et donc, même s'il n'y a pas de crainte pour l'aéroport actuellement, il faut être vigilant. Alors, c'est la raison pour laquelle, moi, j'aimerais bien qu'au niveau du Conseil régional, on nous dise notre politique en matière d'aéroport, ça va être cela. Voilà ce que nous allons faire, voilà nos objectifs, ce sont ceux-là, et qu'est-ce qu'on peut faire. Parce que le syndicat mixte de l'aéroport de Brive, vous le savez, était financé par l'agglo de Brive, ça va continuer, c'est très bien, par la Chambre de commerce, mais qui a des moyens beaucoup plus réduits, et donc ça va se tarir, et par le département dans sa compétence économique, qui ne pourra plus financer dans cette compétence économique les aéroports. Alors théoriquement, c'est la région qui doit prendre tout le relais de cela, et là j'ai quelques craintes, bien sûr, d'autant plus que celui de Brive, c'est le premier aéroport du XXIe siècle en France, et peut-être même le dernier, vu les difficultés que l'on peut voir pour une ouverture d'aéroport. En tout cas, moi je souhaite que le département puisse poursuivre, alors tout en respectant la loi NOTRe, c'est-à-dire dans sa compétence touristique. Actuellement, c'est pas très clair, c'est pour ça que j'ai fait une proposition de loi qui a été signée par une quarantaine ou 45 sénateurs, dont mon collègue Daniel Chassaing, pour permettre au département, dans le cadre de sa compétence touristique, de poursuivre le financement des aéroports au cas où la région ferait défaut, ce que je n'espère pas, mais c'est une sorte de roue de secours en disant, écoutez, on respecte la loi NOTRe, il n'y a plus de compétences économiques, mais si on trouve une vocation touristique à un aéroport, et c'est bien le diable si on n'en trouve pas une, eh bien, le département pourra agir. Madame Meunier, vous souhaitez réagir? Oui, je voulais réagir au niveau des départements, puisque la loi NOTRe a été un cap difficile à franchir pour le département, dans la mesure où certaines compétences essentielles du département ont été retirées, et c'est là où je vais rebondir sur ce que dit Claude Nougin par rapport à ce que le représentant de la région nous dit, c'est que dans la mesure où on a perdu cette compétence économique, la région reprend cette compétence économique. Aujourd'hui, nous avons encore évidemment des contacts avec les entreprises, et les entreprises qui montent des dossiers ou qui ont monté des dossiers et qui aujourd'hui doivent s'adresser à la région n'ont pas encore de réponse sur la participation et les aides économiques que vont apporter la région. Mais ceci dit, nos entreprises souffrent. Elles attendent déjà depuis plusieurs mois. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut absolument que la région accélère un petit peu pour pouvoir donner des réponses concrètes à ces entreprises qui attendent depuis plusieurs mois et où on leur dit, bah oui, montez des dossiers, vous verrez, c'est bien, mais il n'y a rien qui se passe. Et donc, le département qui a perdu cette compétence, qui était quand même une compétence de proximité vis-à-vis des entreprises, c'est comme ça, c'est la loi NOTRe. Aujourd'hui, je m'adresse aussi à la région en disant, je sais qu'il faut que vous vous mettiez en place. Je sais que c'est long parce que vous êtes une région avec 12 départements avec leur identité, avec leurs besoins, avec leurs caractéristiques spécifiques. Mais en même temps, dépêchez-vous parce que les entreprises attendent et il y en a qui vont mourir. Une réponse jusqu'à vite, oui. Alors, ça fait partie d'ailleurs de ce que vous dites
Madame Meunier, des interrogations, des choses que j'entends souvent. Ce que je voudrais dire, c'est que le régime qu'on vit actuellement cette année, c'est effectivement une année de transition, mais il ne faudrait pas qu'on laisse croire que la région s'organise. Je dirais pendant les travaux, la vente continue, comme on dit. C'est-à-dire que la région s'organise, certes, mais les dispositifs qui sont en place, ils continuent à fonctionner. On continue aujourd'hui, on est dans un système où les 3 dispositifs des anciennes régions continuent à fonctionner, ce qui fait que les aides aux entreprises, par exemple, sur le budget de cette année, c'est plus de 600 millions d'euros sur la grande région. C'est-à-dire que la Corrèze en a largement bénéficié. Alors je sais qu'il y a des entreprises qui attendent. On a un problème au niveau de l'immobilier d'entreprise. Ça, on en a déjà débattu dans d'autres instances. C'est vrai que c'est un problème. On n'est pas tous d'accord. Bon, le président a une position là-dessus. Alors moi, je ne suis pas président de région, mais on a quand même une position, en tout cas les élus, je dirais, un peu massifs centraux de cette région. On pense qu'il faut qu'on réexamine cette question de l'immobilier d'entreprise. On ne peut pas considérer que la région peut se désister complètement de l'immobilier d'entreprise au motif qu'elle n'en touche pas de fiscalité. C'est-à-dire que dans nos régions, dans notre département, l'immobilier d'entreprise, c'est de l'emploi, c'est de l'activité économique, y compris pour les entreprises qui construisent l'immobilier d'entreprise. Donc il faut qu'on prenne tout ça en considération, ça sera arbitré. Mais donc l'aide aux entreprises, elle continue. Et quand on voit, là, il y avait une commission permanente lundi, il y a beaucoup d'argent qui est donné pour le soutien aux entreprises. Ce qui est en train de se mettre en place, c'est les dispositifs du futur, c'est-à-dire pour faire autrement, pour aller plus vers l'innovation, pour créer davantage d'emplois. Et c'est bien le but de la région. C'est le schéma qui va être mis en place, qui sera dévoilé demain par le président en présence de monsieur le préfet de région. C'est bien de montrer quelle sera la grande région dans les 10 prochaines années, mais quelle sera la Corrèze aussi. Et qu'est-ce que nous, on va en faire de la Corrèze, de cette grande région. Et c'est la raison pour laquelle, moi, je relie toujours la politique économique d'aide aux entreprises avec la politique des territoires. Il y aura de nombreux appels à projets dans les territoires. Et là, j'invite tous les présidents de communautés de communes à se saisir de ces appels à projets. Ils sont parfois un peu compliqués, ça c'est vrai, ça aussi. Les élus ruraux, on monte souvent au créneau pour dire qu'il ne faut pas faire des appels à projets qui soient des usines à gaz, parce que quand on est maire de Corrèze, par exemple, on n'a pas un ingénieur qui est capable de remplir un dossier qui fait 4 pages, très technique. Il faut que le maire de Corrèze, ou d'ailleurs, il soit aidé. Mais ces appels à projets territoriaux, ils viendront en complément des aides aux entreprises. Et là, ça sera vraiment le levier pour les élus pour s'emparer du développement de leur propre territoire. Alors précisément, vous évoquez tout à l'heure la question de mettre plus là où il y a moins. Monsieur le préfet, je me tourne vers vous. Il y a pour l'instant un volet qu'on n'a pas abordé encore concernant les besoins des collectivités rurales. Je pense notamment aux pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, le fait de contractualiser. Où en est-on pour l'instant aujourd'hui en Corrèze ? Je vais vous faire une réponse qui d'habitude sont plutôt le fait de mes collègues de table ronde. C'est-à-dire que je vais répondre à une question que vous ne m'avez pas posée, mais qui a été abordée avant d'arriver à la réponse à votre question. Volontiers. Je voudrais revenir sur ce que disait M. Cavit juste à l'instant. Pendant les travaux, la vente continue, disiez-vous. Vous avez raison, c'est en train de se mettre en place. Vu de l'État, des choix ont été faits. Ils sont ce qu'ils sont. Je les rappelle simplement parce qu'ils peuvent être source, le cas échéant, d'inspiration. C'est quoi ? C'est un combat permanent entre les tenants des appels à projets, par exemple, et il y en a pléthore dans les grands ministères techniques, et des dotations données à la main des préfets de département pour qu'avec les acteurs locaux, ils construisent des politiques. Pour ma part, vous aurez compris, rien qu'à la manière avec laquelle je présente les choses, que je suis plutôt un tenant de la deuxième ligne que de la première. Mais je sais qu'il faut un peu de la première ligne aussi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je veux dire par là que pour remplir des dossiers d'appel à projet, on dépense parfois beaucoup plus de sous dans des cabinets d'études et de conseils qu'à obtenir directement les financements. C'est particulièrement vrai en matière de développement de zones d'activité. Et donc, on a besoin de venir directement préciser les choses, renforcer l'intensité de l'aide là où elle a un effet multiplicateur. Pour l'État, ça a été quoi ? Ça a été la DETR boostée. Donc, notre DETR a été considérablement augmentée en Corrèze. Ça a été la création du fonds de soutien à l'investissement public local. Et l'an dernier, c'était 10 millions d'euros, soit une augmentation de plus de 30% par rapport à 2014. Ce qui est vraiment pas neutre en termes d'aide aux communes. Des projets comme par exemple la piscine du Sel, le centre aquarécréatif du Sel, n'auraient jamais vu le jour
sans cette aide du Fonds de soutien à l'investissement public local. Et cette aide du Fonds de soutien à l'investissement public local, il est en bouclage macroéconomique du budget de l'État, directement aussi le fruit des efforts des collectivités sur leur fonctionnement. Et donc, c'est ça que je veux dire. Les efforts que les communes, notamment, ont fait sur leur fonctionnement, l'État va en réinjecter une grande part en matière de soutien à l'investissement. Et donc, vous me disiez des pôles d'équilibre territorial rural. Il n'y en a pour l'instant pas en Corrèze, mais en fait, c'est le nouveau nom des pays. Les pays, il y en avait en Corrèze. Et donc, moi, je vous ferai une réponse simple. Ma manière de voir ces objets-là n'est jamais dogmatique. Mais c'est comme quand on va à la jardinerie. Et monsieur le sénateur faisait de la publicité pour une institution importante. Le Sénat, je ne ferai pas de publicité pour une marque de jardinerie. Mais la question n'est pas de savoir si on a tous les outils. La question est qu'est-ce qu'on veut faire de son jardin? En clair, quel est le projet? Qu'est-ce que l'on veut faire ensemble? Et à ce moment-là, on trouve les outils correspondants. Les PETR peuvent être une réponse, mais il y a d'autres types de réponses. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que dans le projet de loi de finances que le gouvernement a proposé aux parlementaires il y a quelques jours et qui sera examiné par le Parlement dans quelques semaines, il y a une orientation simple, c'est le maintien des orientations budgétaires que je décrivais sur la DETR, sur le FSIL, ce qu'on appelait l'enveloppe numéro 1 du FSIL, que connaissent bien les élus locaux, sur les grandes infrastructures, sur les grands projets, et une enveloppe numéro 2 du FSIL qui sera centrée sur des contrats de ruralité, là où l'an dernier, c'était sur les centres-bourgs. Donc, indéniablement, il va falloir qu'en Corrèze, nous réfléchissions à des contrats de ruralité appuyés sur des PETR ou sur des EPCI. Je sais par exemple que plusieurs projets existent, on peut les citer. Pour l'instant, il faut qu'on y travaille. Je viens d'écrire à tous les présidents de communautés de communes et au président de l'agglo de Tulle, puisque Tulle est une agglomération parce que c'est en fait une grosse communauté de communes qui est le chef-lieu du département, donc c'est une agglo au sens de la loi, et en fait elle est sous le seuil requis. Seule l'agglo de Brive ne peut pas bénéficier de contrats de ruralité. Et donc là-dessus, il faut que nous y travaillions cet automne, parce que moi je suis respectueux de la volonté du législateur. Tant que la loi de finances n'est pas votée, elle peut être amendée parce que c'est un projet, et le sénateur a rappelé à quel point le travail législatif peut enrichir les projets de loi du gouvernement. Alors le Parlement précisément, monsieur le sénateur, je me retourne vers vous, on n'a pas évoqué encore la question des dotations. Le compte y est-il? Si oui, pour quel projet, pour quel type de collectivité? Oui, donc il y a des baisses de dotation importantes, puisque il y a quelques jours a paru le rapport de la Cour des comptes, qui a évalué pour 2015 donc une baisse des dotations pour les collectivités territoriales, l'ensemble, hein, bien sûr, de 3,7 milliards d'euros. Ce n'est pas rien. Et il y en a autant qui arrivent, peut-être un peu moins en 2017 à cause des communes où il y a un report, mais ça ne changera pas beaucoup les choses, ou tout au moins ça va aller plus étalé dans le temps. Moi, je dois dire, il y a une course nécessaire à la baisse des dépenses publiques, et il est normal que les collectivités territoriales y participent. Cependant, je pense qu'il y a de grandes inégalités. De grandes inégalités au détriment des petites communes, et notamment de nos petites communes rurales de Corrèze. Parce que quand les dépenses sont faibles, c'est très difficile de les réduire encore. Parce que le maire, très souvent, il est responsable juridique, responsable technique, responsable du personnel, et il fait tout. Bon. Et on ne peut pas trop supprimer ces postes, donc c'est difficile de faire des dépenses. En revanche, dans les grandes collectivités territoriales, alors ce sont les grandes agglos, des grandes villes ou les régions, il est vrai qu'il faut dire les choses et pas se cacher derrière le petit doigt. Depuis des années, il y a eu des dérives importantes. Des dérives importantes, aussi bien sur des investissements pas forcément nécessaires. Je cite un exemple qui ne touche pas notre région, mais à Clermont-Ferrand, on a terminé en 2014 un conseil régional qui a coûté 80 millions d'euros et qui, un an après, est fermé. Et aujourd'hui, la grande salle, l'hémicycle des conseils régionaux, on cherche à la louer pour des congrès, etc. On cherche des locataires. Donc, on se dit, 80 millions d'euros là, c'est un peu du gâchis. Eh bien, il était nécessaire quand même qu'il y ait un coup de frein à toutes ces dérives, et je crois que cela est absolument nécessaire, mais
il faut surtout que ce soit dans les grandes agglomérations, les grandes collectivités territoriales. Je prends par exemple une ville que je connais bien, j'étais conseiller général 14 ans sur la ville de Brive. Bien, du temps de M. Charbonnel, ministre général de Gaulle, donc, qui a quitté son mandat de maire en 1995, il y avait 1000 personnes, 1000 agents à la ville de Brive. Quand Frédéric Soulier l'a récupéré la ville de Brive en 2014, il y avait 1500 agents. Je ne me souviens pas qu'on était sous-équipé du temps de M. Charbonnel. Je ne crois pas. Il y a eu 500 personnes de plus. Alors tout ça, ça a coûté cher. Et bien sûr, l'argent de l'État, souvent on dit c'est l'État qui paye ou c'est le public qui paye, mais l'argent de l'État, ce sont les contribuables. Et moi, ce qui me soucie, c'est quand même l'argent des contribuables qui peinent pour gagner cet argent et le reverser à l'État ou au département ou à la région. Et là, je voudrais aussi en profiter pour féliciter la plupart de nos communes corréziennes, parce qu'elles ont montré l'exemple en n'augmentant pas les impôts. Le département, un certain nombre de communes, je ne vais pas les citer parce qu'il y en a beaucoup que nous connaissons, la grande majorité même, n'ont pas augmenté les impôts en 2015 et ni en 2016. Et ça, c'est extraordinaire. Ils ont réussi à faire des baisses de dépenses sans augmenter les impôts. Ça, c'est un exemple de bonne gestion. Et d'ailleurs, je pense que dans le débat présidentiel de 2017, ce qui serait intéressant, c'est certaines idées de dire on va donner des primes de bonne gestion, c'est-à-dire vous baissez vos dépenses, et là, on vous aidera encore plus. Plus vous baissez, plus on vous aidera, parce que jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que c'est la prime aux mauvais élèves. Ceux qui dépensent le plus, ils gagnent le plus. Bertrand Gau, monsieur le préfet, vous vouliez réagir? Oui, d'abord, le rappel d'un chiffre. S'agissant de l'État, dans le périmètre préfecture et sous-préfecture, nous étions plus de 170 agents avant 2007. En 2016, nous sommes 120 agents, ce qui signifie une réduction de plus d'un tiers des effectifs de la préfecture et des sous-préfectures. Donc ça, c'est un défi de tous les jours, d'arriver toujours à délivrer la même qualité de service avec forcément des moyens qui ont été comprimés. Cette compression des moyens, et je rejoins le sénateur sur une partie de son diagnostic, c'est qu'effectivement, ça nécessite des efforts et c'est difficile. C'est d'autant plus difficile dans les petites communes. Je le dis parce que moi, par exemple, je suis à la tête d'une préfecture qui est une petite préfecture en termes de taille dans la strate des départements. Un département d'un peu plus de 240 000 habitants, c'est plutôt un département parmi les plus petits. Ce qui fait, par exemple, que dans les réformes à venir, le ministre de l'Intérieur protégera les plus petites préfectures avec un seuil minimal de 95 agents, préfecture et sous-préfecture inclus. Là où je veux en venir, c'est qu'il y a quelque chose, un autre acronyme dont on n'a pas encore parlé, c'est le FPIC. Je sais que ça fait beaucoup crier, le FPIC. Mais c'est drôle, on est en France, on aime beaucoup la péréquation, sur le principe, mais dès qu'on l'applique, on l'aime moins. Donc, Rappelons effectivement un petit peu les grands principes pour notre République. Oui. Le FPIC, c'est le Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales, créé en LFI, en loi de finances initiale en 2012. Et l'idée, c'est forcément de prendre plutôt à ceux qui ont un petit peu plus pour donner à ceux qui ont un petit peu moins. La difficulté, c'est que ceux à qui on donne un petit peu plus ne manifestent guère de contentement supplémentaire, tandis que ceux à qui on a pris un petit peu plus manifestent un peu plus de mécontentement. Et que, de fait, dans l'équilibre et dans le discernement, cela parfois fait grogner. C'est la raison pour laquelle le FPIC en 2017, après 2 années d'augmentation, ne sera pas réaugmenté cette année. En tout cas, ça n'est pas la proposition du gouvernement, sauf si d'aventure le pouvoir législatif souhaite l'augmenter. Mais là, je laisserai le sénateur préciser les choses. En ce qui concerne la baisse des dotations, le président de la République l'avait annoncé. Il y a une diminution de l'effort s'agissant du bloc communal, puisque l'effort a été réduit de moitié, eu égard aux efforts importants que les communes et les intercommunalités avaient déjà faits, notamment pour redonner de l'air également, je le disais, aux dépenses d'investissement qui, elles, sont créatrices d'emplois en tant qu'elles ont un effet multiplicateur sur l'économie. Alors, faire mieux, effectivement, ou faire autant avec moins, c'est une situation que connaissent également, outre les petites communes rurales, les départements précisément. J'ai en tête notamment l'explosion des dépenses liées au RSA, avec une contrepartie étatique qui peut-être mettrait en évidence que le compte n'y est pas.
Et on a vu déjà quelques départements être contraints de sabrer dans les aides facultatives départementales, finalement, puisqu'elles ne peuvent pas faire face, finalement, à leurs obligations légales. Sur ce sujet. Alors, dans les départements, on a des compétences obligatoires. L'une des compétences qui est la plus connue, c'est au niveau social. C'est-à-dire qu'au niveau social, les départements assurent donc l'insertion, le RSA, l'aide aux personnes âgées et l'aide aux personnes en situation de handicap. Ces dépenses donc, sont aujourd'hui et hier imposées par l'État. Au départ, l'État compensait à hauteur environ de 90% le montant de ces dépenses. La difficulté, c'est qu'aujourd'hui, la balance s'inverse avec l'augmentation de ces dépenses du RSA, puisque malheureusement, nous avons de plus en plus de personnes en situation de difficulté financière. Et donc, les départements sont tenus de payer de plus en plus un montant important de RSA. Mais la difficulté, c'est que l'État, aujourd'hui, ne suit pas et ne compense plus à la même hauteur. Donc, on arrive dans une situation où entre ces trois RSA, personnes âgées et aides handicapées, on a un reste à charge aujourd'hui qui est de 28 millions d'euros en 2016. Ça, c'est une chose. Et donc, on ne peut plus, et on a des difficultés, des départements ont des difficultés pour assumer ce règlement. Et puis, de l'autre côté, vous avez les baisses de dotation de l'État qui, pour nous, en 4 ans, représentent 13 millions d'euros. 13 millions d'euros, ça veut dire que tous les efforts qu'on va faire pour pouvoir diminuer notre fonctionnement, pour pouvoir assumer ces 13 millions d'euros, sont anéantis par l'augmentation du nombre de personnes bénéficiant du RSA, parce que l'État ne compense plus. Et aujourd'hui, donc, d'un côté, on essaye de répondre à la loi NOTRe en faisant face à cette baisse de dotation, mais de l'autre côté, l'État n'assume pas cette obligation de pouvoir compenser à juste valeur l'augmentation du RSA, et c'est pour ça qu'on est en grande difficulté. Ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, je crois que nos budgets, dans nos collectivités, ont atteint leurs limites. On ne peut plus continuer à baisser ce fonctionnement parce qu'on ne sait plus où le prendre. On a tiré partout, on a diminué de 5%, de 6%, de 7% notre fonctionnement. Et aujourd'hui, on ne peut pas. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on continue comme ça, et je sais que l'État compense par des aides, puisque j'en ai bénéficié aussi sur ma commune, et au département, on en bénéficie, mais à un moment donné, soit on augmente les impôts, et j'ai fait un point d'honneur au niveau du département, au niveau de l'agglo et au niveau de la commune, de ne pas augmenter les impôts et de ne pas augmenter l'endettement. Donc, si cette baisse de dotation continue, on est pris, c'est sûr, dans un effet ciseau où on ne pourra pas y arriver. Et c'est d'autant plus fragile que vous avez aujourd'hui 38 départements français qui sont en difficulté, qui sont à la limite du dépôt de bilan et qui présentent des budgets qu'on dit insincères. C'est grave. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des départements qui ne peuvent plus payer le RSA. Voilà, c'est clair, ils ne peuvent plus payer le RSA, donc l'État va prendre le relais, obligatoirement, parce qu'il faudra bien le payer, ce RSA. Donc, je voudrais qu'on essaye d'avoir une vision plus objective et se dire à un moment donné, cette dépense publique ne peut plus et ne pourra plus être assumée par ces baisses de dotation constantes. Des difficultés qui effectivement ont été évoquées la semaine dernière à Poitiers au Futuroscope, au congrès de l'ADF. Monsieur le préfet, ces difficultés qu'ont les collectivités à boucler leur budget, vous les observez également dans le département de la Corrèze? Oui, il y a deux questions. Il y a votre question et il y a ce que vient de dire Madame Meunier. Donc, je vais d'abord là répondre à votre question avant de revenir à ce que vient de dire Madame Meunier. Oui, il y a quelques communes, puisqu'on parle là des communes, qui peuvent avoir des difficultés à boucler leur budget. Il y a des tensions, il y a des effets ciseaux qui peuvent exister. Simplement, il faut toujours se mesurer la cohérence de notre propos. Et je ne me cantonnerai qu'à des éléments de nature technique, juridique et financière. Quand on appelle à la réduction de la dépense publique, effectivement, ça nécessite de faire des efforts. Et quand après, dans d'autres cadres, on peut appeler encore à plus de réduction de dépenses publiques, ça appelle à faire un petit peu plus d'efforts. Mais je m'arrêterai là. En ce qui concerne le réseau d'alerte,
Parce que c'est ça, en fait, quand une commune a une difficulté, on a le réseau d'alerte, on n'a pas une explosion du nombre de communes dans notre réseau d'alerte. Et la manière de faire que nous avons en Corrèze avec la direction départementale des finances publiques, c'est bien d'être pragmatique, plein de discernement et d'essayer d'être dans l'accompagnement. Il y a une commune, par exemple, que nous accompagnons avec beaucoup d'attention et dont je veux saluer les efforts des élus actuels qui vraiment ont eu une situation très difficile, c'est Égletons, qui était dans une situation très délicate sur le plan financier et qui, par des efforts et par une gestion très rigoureuse et saine, est en train de redresser de manière importante là-bas. S'agissant des départements maintenant, si vous me le permettez, l'espace d'un instant. Parce que c'est là où je suis au cœur de l'article 72 de la Constitution, qui dispose que le préfet représente l'État et le gouvernement. Donc je suis venu chercher dans mon appareil Samsung, qui n'est pas un Samsung Note, donc il ne brûlera pas sur votre plateau. Tout ira bien. Du moins, je l'espère. C'est que il y a une polémique qui a eu lieu entre les départements et l'État s'agissant de ce sujet. C'est notamment autour, effectivement, Madame Meunier avait raison de le rappeler, ce qu'on appelle les allocations individuelles de solidarité. Ces allocations individuelles, là, il y a un effet ciseau qui est vieux comme le monde. Moi, je me souviens, c'est ça le privilège d'être un fonctionnaire de l'État, c'est que j'étais fonctionnaire de l'État déjà, du temps de gouvernement qui était plutôt du bord politique des départements d'aujourd'hui, et où les départements d'alors étaient plutôt du bord politique du gouvernement d'aujourd'hui. C'était déjà la même histoire. Donc le temps ne fait rien à l'affaire, et le problème reste entier. C'est qui finalement paye cela ? On peut s'interroger sur est-ce que c'est à une collectivité locale de payer pour des allocations relevant de la solidarité nationale. Car le RSA est une allocation relevant de la solidarité nationale. Le juge administratif l'a rappelé d'ailleurs à un président de département de l'Est de la France qui voulait inventer des règles propres pour verser le RSA. Et donc le gouvernement a proposé aux départements de recentraliser le RSA. Les départements ont refusé pour des affaires d'années de référence. On était à 2 doigts d'un accord et c'était une affaire d'années de référence. J'observe simplement que quand ça avait été décentralisé, l'année de référence, c'était l'année N-1. Donc la proposition de l'État était de recentraliser avec une année N-1. Il y avait des discussions autour des droits de mutation à titre onéreux, les fameux DMTO, qui sont des recettes dynamiques. Je pense qu'on va lasser votre auditoire si on rentre là-dedans. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu vraiment la volonté d'essayer d'apaiser les choses. Et il y a des annonces faites par le gouvernement qui, pour les départements les plus en difficulté, le fonds de soutien aux départements les plus en difficulté s'agissant du RSA est proposé d'être augmenté dans le projet de loi de finances, là encore que le Parlement aura à voter. En ce qui concerne les aides aux départements, c'est la même logique qu'avec les communes. L'État continue d'aider le département de la Corrèze avec force. Par exemple, le département de la Corrèze s'est engagé avec vigueur dans quelque chose que nous trouvions très intéressant vu de l'État, qui sont l'équipement numérique des collégiens, poursuivant d'ailleurs une initiative de la précédente majorité départementale. Et donc l'État est venu faire rentrer le dossier, et d'ailleurs nous avons pu faire rentrer y compris l'année N-1, ce qui n'était pas évident, ce qui permet de mettre une aide de l'État de 1,3 million d'euros s'agissant des tablettes, et donc en 1 pour 1, on aura un engagement aussi pluriannuel pour développer ce plan. Donc l'État continuera d'accompagner le département, bien sûr, sur ces projets. Toujours. Madame Meunier, optimiste ? C'est les tablettes numériques, tout à fait. Il y a vraiment eu un partenariat. Et c'est vrai que ces tablettes, aujourd'hui, sont dans nos collèges. Juste rebondir sur l'aide aux départements en difficulté qui avait été annoncée à 400 millions d'euros, est tombée à 200 millions. Où sont passés les 200 millions de différence. Voilà, et 200 millions pour aider les 38 départements déjà en difficulté, c'est une goutte d'eau. Il y a effectivement matière à discussion. Côté de la région, peut-être, Monsieur Cavit, votre point de vue sur cette problématique de pouvoir ou pas, tôt ou tard, arriver à boucler son budget finalement face à des dépenses obligatoires, éventuellement Toutes les collectivités, je crois, sont confrontées à ça. Alors la région, on a beaucoup de débats depuis la création de la région qui s'appelait ALPC, maintenant qui s'appelle Nouvelle-Aquitaine, autour de ce qui se passe en Poitou-Charentes, sans qu'on sache très bien d'ailleurs ce qu'il y a
Bon, il y a un rapport qui est très attendu de la Cour des comptes, ce qui fait qu'il a fallu tout de suite, dans le fonctionnement de la région nouvellement créée, faire 200 millions d'économies. C'est pas rien, 200 millions d'économies, même si on a un budget de 2,5 milliards. Il a fallu les trouver, ils se sont faits surtout sur le fonctionnement. Mais ce que je voulais dire, par rapport à la région, peut-être par rapport débat entre l'État et le département, je crois que la région, son rôle, c'est de bien être la collectivité qui va continuer à investir. S'il reste une collectivité qui va pouvoir le faire à l'avenir, c'est bien la région, ça sera son rôle. Et c'est la raison pour laquelle, alors, investir, ça ne veut pas dire que, vous savez, le président, il parle souvent de l'usine du futur, de l'exploitation agricole du futur. Ça, c'est très important qu'on soit projeté dans l'avenir. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider l'exploitation agricole qui est en difficulté, l'usine qui est en difficulté. Je crois qu'il l'a montré d'ailleurs ces derniers mois, puisque dans les programmes agricoles, le programme de compétitivité qu'on appelle le PCAE, bon, le président Rousset a rencontré les professionnels agricoles cet été et l'enveloppe a été abondée de 3 millions d'euros tout de suite. C'est-à-dire que dans les difficultés agricoles, la région, tout de suite, elle montre qu'elle est réactive et qu'elle peut répondre à ses besoins. Mais je voulais également évoquer un sujet sur lequel je suis beaucoup alerté, c'est le sujet des transports. Vous savez que c'est une compétence maintenant qui est transférée à la région, les transports. Mais qui peut croire que la région, toute seule, depuis Bordeaux, je me suis amusé à regarder ce que ça représentait. Alors c'est phénoménal, hein. C'est-à-dire c'est 225 000 gamins qui sont transportés tous les jours dans la grande région Nouvelle-Aquitaine. C'est 6 000 circuits, c'est 277 lignes, enfin plus de 5 000 points d'arrêt. Donc qui peut croire qu'un groupe de technocrates bordelais va organiser tout ça sur le territoire? Donc c'est bien là que va se faire la négociation entre l'échelon régional qui va être capable de mettre en place un schéma de transport au niveau régional et les organisations, ce qu'on appelle les AOT de deuxième niveau, les EPCI par exemple, qui elles savent précisément ce qu'il faut faire sur le terrain. Et là, on va travailler intelligemment entre les deux niveaux. Donc la région, c'est ça, c'est-à-dire c'est une capacité à projeter, mais en même temps être à l'écoute de la compétence sur le territoire. Merci. Nous a rejoint M. Chassin. Donc, il me reste effectivement, on a vu sur cette thématique assez complexe, à vous remercier les uns les autres. Monsieur le Préfet, merci encore. Bertrand Gaume, Pascal Cavite, merci également. Madame Frédérique Meunier, un grand merci aussi. Monsieur Nougin. Et je vous laisse la parole, effectivement, Monsieur le Président. Moi, si vous voulez, ce sera très, très rapide. Je voudrais à nouveau remercier Monsieur le Préfet, Claude Nougin, Monsieur Cadix, Madame Frédérique Meunier, qui représente le conseil départemental. Donc nous avons besoin du conseil départemental. Toutes les communes, notamment rurales, en ont besoin, mais j'ai bien compris les grandes difficultés qu'avait le conseil départemental. Et je pense que dans l'avenir, il faudra qu'il soit davantage soutenu, notamment les conseils départementaux ruraux. Monsieur le vice-président du conseil régional, j'ai bien entendu que Monsieur Rousset va annoncer des choses demain et les territoires qui sont en difficulté, et qui sont en difficulté économique, oui, qui sont ruraux, hyper ruraux, eh bien, seront aussi aidés à partir du moment où effectivement ils peuvent réaliser, Monsieur le Préfet, un pôle d'équilibre territorial rural avec effectivement des contrats de territoire par la région ou des aides spécifiques au niveau économique. Donc merci encore à tous et attendez, le plus important, l'association des maires vous invite ce soir à un cocktail. Et donc, il y a aussi une animation, je ne me souviens plus exactement de le nom de l'animation, excusez-moi. Donc, un cocktail dînatoire, mais vous ne serez pas déçus. Donc, tous au cocktail. Merci.